Vous avez aimé leurs commentaires d'après premier tour lundi dernier. Eh bien, vous les retrouvez ce soir pour le second tour. François Dorcival de Valeurs Actuelles, Karl Meus, rédacteur en chef au Figaro Magazine, Bonsoir. Michel Soudet de Politis. Bonsoir. Et on a appelé du renfort avec Carole Barjon, rédactrice en chef adjointe au Nouvel Observateur. Bonsoir à toutes et à tous. Alors, on va revenir sur, d'une part, l'équation qui se pose à l'Élysée, rassembler la gauche sans changer de politique, celle qui se pose à Nicolas Sarkozy, comment rassembler au centre tout en donnant des gages à sa droite. Enfin, celle pour le Front National, améliorer cette équation, 25% des voix égale 5% des élus. Alors, si vous le voulez bien, on va commencer par le perdant, la gauche. Je pense que là, tout le monde sera au moins d'accord. Visiblement, le changement, ce n'est pas maintenant, pas de changement ou de remaniement, mais il va falloir rassembler. Alors, comment faire? On va peut-être Carole Barjon. Je ne sais pas si François Hollande le sait lui-même, honnêtement, parce qu'il est confronté à une situation extrêmement délicate. Il est rejeté quand même par une partie de son camp. En tout cas, les électeurs de gauche ont massivement déserté. Les frondeurs, on sait, rejettent sa politique. Et lui, il dit il l'avait dit d'ailleurs avant les élections départementales, il avait dit qu'il ne changerait pas de cap. A-t-il le choix et qu'il continuerait comme avant. Alors, c'est vrai que si il veut répondre aux injonctions et à la surveillance de Bruxelles, il faut continuer de réduire les déficits. Donc, il n'a pas vraiment le choix que de continuer dans la voie qui s'est illustrée avec Emmanuel Macron, Manuel Valls, essayer de restaurer la compétitivité des entreprises, pas comme le ferait la droite, mais malgré tout, c'était un petit pas vers un peu plus de libéralisme, et manifestement, son camp n'en veut pas. Donc, il est un peu dans une impasse, en réalité, sur le fond. Et politiquement, changer Manuel Valls, on ne voit pas très bien par qui il pourrait le remplacer. Il n'y tient. Non, mais ce que je veux dire, c'est que la question politiquement pourrait se poser, dans la mesure où Manuel Valls a échoué à faire baisser le Front National qui progresse, je crois qu'on en parlera tout à l'heure. Bon, et donc sa campagne n'a pas marché. Bon, donc un Premier ministre désavoué peut éventuellement être sur la sellette. Simplement, oui, il n'y a pas vraiment d'alternative à gauche. Michel Soudet, je vous voyais froncer les sourcils. Sur le panneau de politique. Voilà. Là, oui, parce que c'est une constante du Parti socialiste depuis, pas seulement depuis 2012, mais depuis 2002, d'attribuer ses défaites à la division de la gauche. Ce qui lui permet de ne jamais faire d'autocritique sur lui-même et ainsi de reporter la faute sur ce qu'il appelle ses partenaires, qui sont rien d'autre que, dans le meilleur des cas, des satellites à qui il veut faire tout ce qu'il veut, et sans jamais lui remettre en cause un tant soit peu son programme. Et là, on a le même cas de figure. Après 2002, le Parti socialiste n'a jamais changé de ligne. Il n'a jamais tiré les leçons de l'échec de Lionel Jospin. Et là, il recommence de la même manière, avec quelque part un déni de réalité, parce qu'il minimise l'ampleur de la déroute. C'est face caméra, c'est des éléments de langage. Mais pas uniquement face caméra, je pense. Il n'y a pas de prise de conscience pour vous? Non, je pense qu'il n'y a pas véritablement de prise de conscience. Et quand Manuel Valls est venu hier soir pour dire « j'ai entendu le message des urnes » ou autre, il a surtout entendu le message de Bruxelles, puisque ce qu'on savait avant le scrutin, c'est-à-dire qu'il y aurait un deuxième plan d'austérité, de nouvelles annonces qui viendraient parce que Bruxelles l'exige pour reporter le délai des 3%. Là, on voit aujourd'hui Emmanuel Macron annoncer une deuxième loi Macron pour bientôt. Et ça ne concerne pas que les déficits. C'est carrément ce qui est demandé, c'est de mettre à bas notre système social. Et par pans successifs, on le fait. Allez, Karl Meus. Non, le problème de François Hollande, c'est son nini, c'est-à-dire que c'est ni changement de cap, mais ni changement de politique. Donc il est totalement coincé, ce que disait Carole Barjon. On voit bien aujourd'hui ce qu'essaye de faire Manuel Valls, Jean-Christophe Cambadélis, c'est d'élargir la majorité en reprenant un peu de vert par-ci, peut-être quelques frondeurs par-là. Mais ça ne marche jamais.
Pour prendre le dernier exemple en date, vous vous souvenez, quand Nicolas Sarkozy, président de la République, s'est dit « Tiens, je vais faire entrer le meilleur ami de François Bayrou au gouvernement et je nomme Michel Mercier ministre de la Justice, qui était par ailleurs trésorier du MoDem ». Ça n'a pas rapporté, mais une seule voix. François Bayrou s'est présenté à la présidentielle, a fait son score et Nicolas Sarkozy n'a pas récupéré, tant s'en peut, quelques voix du MoDem. Donc là, ça risque de faire exactement les mêmes causes, les mêmes effets. Il y aura sûrement peut-être un verre ou deux qui va rentrer, peut-être un frondeur, parce qu'un portefeuille ministériel, ils sont humains, c'est difficile de résister, mais les électeurs ne suivront pas. François, non, parce que les lecteurs... justement. Mais oui, mais non, mais les électeurs se disent, là, on se fout de nous. Qu'est-ce que ça signifie de faire entrer un tel, de prendre un verre avec un tel, etc. Donc tout ça, vraiment, n'a strictement aucun sens dans l'opinion qui est la sienne, étant donné qu'à droite et au centre, c'est perdu. Au fond, quand il accuse la division, il est vrai qu'il ne se pose pas les questions des causes de la division. Or, c'est là-dessus qu'il aurait dû s'interroger. Et il ne peut pas s'interroger sur les causes de la division parce que s'il s'interrogeait là-dessus, il serait obligé de se remettre en cause lui-même. Or, il est parti d'une idée très simple, c'est « je ne change rien, je ne fais rien, j'attends simplement que la pluie s'arrête ». Mais est-ce qu'il a le choix? C'est ça? Est-ce qu'il est en mesure de pouvoir changer oui, mais si, politique? à partir du moment où il n'a pas le choix, qu'est-ce qu'il a comme perspective? Parce qu'effectivement, c'est la situation dans laquelle il se trouve. Alors, tous hier soir, vous disiez, tous ces porte-paroles, Premier ministre et différents porte-paroles du Parti socialiste, il y a des signes de reprise. Ça, c'est le langage qu'ils utilisent pour dire ça va s'améliorer tout seul. C'est-à-dire, ce ne sera pas nous, mais les signes de reprise en Allemagne, aux États-Unis, etc. Mais ce ne sont pas des signes de reprise qui créent de l'emploi. Or, son problème, il en a un pour son électorat, c'est créer de l'emploi et apporter du pouvoir d'achat, et il en a un second qu'il néglige totalement, qui sont les problèmes d'identité et d'immigration. Problème de société. On n'aura pas le temps. Allez-y. Une petite chose à ce que disait François, parce qu'il y a une remarque du politologue Dominique Régnier que j'ai trouvée particulièrement pertinente, je crois que c'était la semaine dernière, où il dit la gauche n'a pas échoué parce qu'elle était divisée, elle a été divisée parce qu'elle avait échoué. Voilà. Voilà, c'était pour... Absolument. Ça, c'est l'explication du château. Allez, l'explication du château. C'est pas du château. Non, c'est l'explication du château qui dit les Français attendent de l'efficacité. Il y a pas, pour le moment, ça ne marche pas. Mais si ça marchait... Oui, c'est ça, c'est les signes de reprise. C'est pas possible, ça ne peut pas marcher. Ou alors, si ça marche, ça va marcher en créant des inégalités supplémentaires. Et ça ne peut pas convenir à un électorat de gauche. Et les chiffres du chômage n'étaient pas bons pour février, ce qui apporte peut-être là aussi de l'eau à votre moulin. Du chômage. On va continuer le débat après. On aura plus de temps à la deuxième partie. Un mot de la Bourse de Paris qui termine en hausse, plus 0,98%. À suivre les cotations et après le débat. La suite. Et dans la première partie, tout le monde était d'accord sur ce point. On a vu que le chemin était très escarpé pour François Hollande et Manuel Valls. On a eu un petit mot sur les alliances possibles, éventuelles, qui pourraient venir renforcer la majorité présidentielle. On a parlé des écologistes. Il se trouve qu'aujourd'hui, rue de Solferino, une délégation d'Europe Écologie Les Verts, emmenée par Emmanuel Cos, avait fait le déplacement. Voilà ce qu'elle disait à la sortie de son entrevue avec M. Cambadélis. Le rassemblement, de toute façon, ça se construit. Et il y a un moment, il faut retrouver les éléments du dialogue, mais aussi des actes. Et c'est pour ça que nous nous voyons, c'est pour ça que nous rencontrons d'autres forces politiques et qu'il y a de toute façon urgence, il me semble, aujourd'hui, à travailler à ce que cela soit possible. Et nous verrons bien. Aujourd'hui, nous sommes dans une position de discussion et nous voulons que cette discussion soit menée jusqu'au bout et qu'aussi on ne puisse pas continuer à nous tenir de discours de « rien ne change ». Voilà, les discussions sont entamées, mais le rien ne change. Ça suffit, c'est terminé. Est-ce que c'est de nature à renforcer la majorité présidentielle ? Écoutez, je ne sais pas, parce que ce que ne montre pas le reportage, c'est qu'Emmanuel Cos, quand elle dit « rien ne change et maintenant il faut des actes », qu'est-ce qu'elle a réclamé aujourd'hui ? Elle réclame par exemple
l'instauration du droit de vote des étrangers. Aux élections locales, en situation régulière. Locales, pardon, bien sûr, excusez-moi. Donc au départemental. Je ne suis pas absolument certaine que ce soit tout à fait dans l'air du temps, à un moment donné où on voit que le pays, au fond, la droite progresse dans ce pays et ce pays se droitise. Justement, est-elle en position de faire ce genre de demande alors qu'on voit bien que les électeurs ne se tournent pas du tout Ce sont ses convictions. Si vous voulez ça, vous ne changerez pas. Mais même l'électorat de Et à la gauche... limite, je dirais presque que c'est peut-être à son honneur, au fond, de ne pas changer de discours, elle, en fonction du temps. Simplement, je ne suis pas certaine que ça arrange tout à fait les affaires de François Hollande. C'est un nouveau souffle, ça y est? Non. C'est la Non, relève? mais on a tendance à oublier, mais c'est normal, c'était déjà il y a très longtemps, vous vous souvenez, c'était en 2012, les Verts ont signé un accord avec le Parti Socialiste. C'était un accord assez simple, c'était en gros, voilà ce qu'on va faire au gouvernement, et puis en échange, vous nous donnez un certain nombre de circonscriptions. C'est comme ça qu'ils ont pu avoir un groupe à l'Assemblée d'ailleurs. Absolument. Le problème avec les Verts, c'est qu'ils sont incapables de respecter un accord électoral jusqu'au bout d'un mandat. Alors évidemment... Quand même. Un accord qui non, actait des ils ont- différences entre le PS et les Verts aussi. Ça a François acté Hollande. des différences, mais enfin, ça a acté l'idée qu'ils avaient un groupe avec des députés et qu'à ce moment-là, on peut. J'imagine que les socialistes, quand ils ont signé l'accord, ils espéraient que les Verts le tiennent jusqu'au bout. Parce que là, la difficulté dans laquelle ils sont, c'est que les Verts sont partis au milieu du gué en disant bon, maintenant, débrouillez-vous. Quand les Verts ont signé l'accord avec Martine Aubry, ils espéraient que celui qui serait désigné candidat à l'élection présidentielle ne s'assierait pas sur l'accord. Or, c'est ce qui s'est passé. Donc là, c'est pas uniquement les Verts. Certes, c'est des enfants indisciplinés, comme on a souvent tendance à le dire. Mais là, en l'occurrence, l'accord, s'il n'a pas été respecté, c'est par le gouvernement. Non, je pense que sur cette histoire de rassemblement, il y a aussi un effet d'optique qui fait que là, tout le monde se focalise un peu sur ce qui peut se passer autour du gouvernement, autour du Parti socialiste, parce que c'est vrai qu'au sein de la gauche, ils sont en position dominante. À Politis, on a tendance à regarder aussi de l'autre côté. Et je pense que là aussi, il va falloir bien surveiller parce qu'il y a des tentatives de rassemblement ou en tous les cas des velléités de faire autre chose que le front de gauche, plus large, plus vaste. Et puisque rien ne change du côté du gouvernement, c'est peut-être là que ça va se passer. En tous les cas, il y a urgence qu'apparaisse de ce côté-là une gauche qui fasse une autre politique. Mais Michel Soudet, cette gauche-là, en tout cas, n'a pas attiré les électeurs aux différentes élections. Il y a eu un maquillage des résultats électoraux qui fait que bien souvent, ces scores n'ont pas pu être très visibles. Alors, ils ne sont pas énormes, mais le Front de gauche, et notamment quand il était en alliance avec Europe Écologie Les Verts, dans un nombre de cantons quand même très significatif, fait mieux que résister au premier tour. Au deuxième tour, il subit l'effet du reflux de la gauche et de la désaffection des électeurs pour le gouvernement auquel il s'est associé dans l'entre-deux tours, ne serait-ce que par Pierre Laurent, qui a fait meeting commun avec les socialistes. Et on voit qu'ils perdent à peu près autant, dans les mêmes proportions, des sièges que le Parti socialiste. Le Parti socialiste perd presque 29% de ses sièges. Sur le front de gauche, c'est 25% des sièges qui disparaissent. François Dorcier, on parlait de l'UMP. Non, oui, on finit sur la gauche. Je conclue là-dessus. On n'est que dans l'image, là. Que dans l'image. La prochaine étape du Parti socialiste, c'est le congrès de Poitiers. Ce ne sera plus du tout le problème des Verts. Et les Verts, je rappelle, n'ont pas voté la motion de censure. Ils se sont bien gardés d'accomplir cette rupture-là. Donc, pour le moment, l'histoire des Verts, ce n'est que de la communication. Et Emmanuelle Cos est la première à le savoir, puisqu'elle réclame des choses impossibles. Voilà. Allez, on passe à l'UMP si vous le voulez bien, si l'on en croit les éditorialistes, vos collègues en quelque sorte. Ce matin, l'alliance UMP, UDI, Modem, eh bien, les vainqueurs, c'était eux. On va revoir la carte, 60, alors je ne sais pas si le dernier décompte est bon, 66 départements, c'est ça? Oui, c'est ça. Bon, 66, oui. Un dernier chiffre officiel matin, peut-être plus. Conquis par cette alliance. Alors maintenant, il y a un problème qui va se poser quand même pour Nicolas Sarkozy. Comment, dans son discours, va-t-il pouvoir faire cohabiter à la fois ce regard plutôt centriste et puis ce discours que l'on aime bien aussi à l'UMP? Vous allez répondre tout de suite, François Dorcival, en regardant vers la droite. D'accord. Alors, comment va-t-il faire? Mais Nicolas Sarkozy, il a fait sa campagne, l'UDI a fait sa campagne, et comme ils l'ont tous répété hier soir, ce sont nos différences qui font le rassemblement, l'unité et la victoire. Mais évidemment, on ne va pas transformer Nicolas Sarkozy
en centriste. Évidemment non. Ce qui est intéressant dans la stratégie qu'il a adoptée, ceci depuis l'origine, c'est d'abord la paix à l'intérieur de l'UMP, premier point, c'est-à-dire que les gens cessent de se bagarrer entre eux, et ensuite de faire une alliance qui tienne la route avec le centre. Si cette alliance, qui était victorieuse hier soir, se prolonge au régional de la fin de l'année, effectivement, il aura gagné son pari. Mais lui, sa direction à lui, ce sont les primaires. Et les primaires, ça concerne certes la droite, mais d'abord l'UMP. Donc son langage à lui, c'est la transformation de l'UMP pour que se crée une dynamique. Il ne va pas devenir centriste. Objectif 2017. Hein, oui, je suis d'accord avec ce que dit François Daudiaval sur les régionales, évidemment, puisque au fond, ce qui a marché au départemental va devoir fonctionner au régional s'il n'y a pas d'accord avec l'UDI et qu'il y a plusieurs listes. Le problème, c'est qu'à ce moment-là, l'UMP se retrouvera en troisième position dans la situation inconfortable. Je mettrai un bémol sur la primaire parce qu'au fond, l'intérêt de Nicolas Sarkozy, c'est que l'UDI participe à la primaire, qui du coup ne serait pas uniquement une primaire de l'UMP, mais au fond quelque chose qui pourrait s'appeler la primaire de l'alternance. Juste. Parce que à ce moment-là, Nicolas Sarkozy peut garder son discours, Jean-Christophe Lagarde garde le sien. Il y a la primaire et les électeurs là de droite et du centre départageront le candidat qui sera en 2017. Mais expliquez-nous pourquoi ça a un intérêt s'il inclut l'UDI en sachant que les centristes aiment beaucoup Alain Juppé également. Ça... Mais justement, s'il y a un candidat de l'UDI qui participe à la primaire et que les gens de l'UDI aiment bien Alain Juppé, ils seront tiraillés entre les deux. Et que c'est parfait de diviser parce que ça permet à Nicolas Sarkozy, qui a son socle de militants et de sympathisants qui voteront pour lui, et on sait que ce socle dans les sondages est assez solide, ne bouge pas depuis 2 ans, alors que le socle inverse sera divisé entre Alain Juppé, le candidat de l'UDI. Se rappeler qu'en 2011, il y avait Jean-Michel Bailey, Parti radical de gauche, dans la primaire socialiste. La même chose. Et il avait fait 2 pour 3%. Oui, oui. Mais du coup, il ne s'est pas opposé à la candidature de François Hollande. Carole Barjon. Alors, sur cette UMP qui regarde, si on en croit François Dorcival, Nicolas Sarkozy, ligne d'horizon 2017, il y a peut-être les régionales avant. C'était assez quelle clair, stratégie c'était assez clair hier soir. Il l'a dit, une nouvelle étape s'ouvre, l'alternance est en marche et rien ne pourra l'arrêter, c'est-à-dire rien ne pourra m'arrêter en réalité. Bon. Donc oui, sa stratégie, elle a été extrêmement payante. Parce que lui, il a fait finalement l'union avec le centre en haut et à la base, il a tenu un discours qui était à l'adresse des électeurs du Front National. On se souvient de ce qu'il a dit sur les cantines scolaires, où il s'est prononcé contre les repas de substitution notamment, le voile à l'université, etc. Et au fond, tant que Jean-Christophe Lagarde, le président de l'UDI, n'y trouve rien à redire, et que pour lui, ça n'est pas un motif de rupture de cette alliance, c'est tout bénef. Je dirais que pour Sarkozy... Mais pour Lagarde aussi, c'est tout bénef. Et c'est tout bénef pour Lagarde aussi, absolument. Et non, mais c'est vrai que pour Sarkozy, Lagarde est le centriste idéal, quoi. Alors, Thibault, vous allez nous rafraîchir un peu la mémoire. On va se replonger, 5 ans, 6 ans en arrière En 2010. Voilà, mars 2010. Élection régionale. Via les réseaux sociaux, il y a un article du Huffington Post qui a particulièrement été relayé. C'est Nabil Touati, journaliste au Huffington Post, qui a recherché les différences entre l'allocution de Nicolas Sarkozy hier soir, dimanche soir, et ce qu'il avait pu dire lors de la défaite de son camp au régional en 2010. Et il se trouve qu'il aurait peut-être pas dû tirer aussi fort sur Manuel Valls et François Hollande. Regardez, extrait signé huffingtonpost.fr. Ce résultat, mes chers compatriotes, dépasse de très loin les considérations locales. Élection régionale, conséquences régionales. Élection nationale, conséquences nationales. Le président de la République a délibérément choisi d'ignorer le message des Français. Rien ne serait pire que de changer de cap du tout au tout en cédant à l'agitation propre aux périodes électorales. Monsieur Hollande a déclaré que quel que soit le choix des Français, il ne changerait pas de Premier ministre. Il faut arrêter avec cette instabilité ministérielle. On change de ministre tout le temps.
Voilà, la boîte à archives du Huffington Post a marché à plein régime. C'est assez éloquent. En 5 ans, on peut dire tout et son contraire. Mais c'est assez classique. Hein, François Darcival, c'est pas le nouveau, c'est pas le dernier. C'est un grand classique. C'est erreur dans l'opposition. C'est un grand classique. C'est un grand classique, mais c'est très intéressant pour lire le scrutin d'hier, parce que le Nicolas Sarkozy qui a gagné hier, c'est un chef de parti. C'est en aucun cas un homme de gouvernement et encore moins un chef d'État. Et il a un peu tendance à oublier qu'en 2012, les Français ont voté contre Nicolas Sarkozy. C'est pour ça qu'on a eu François Hollande. Et que là, les Français ont voté en grande majorité contre François Hollande. Mais ce n'est pas pour autant qu'ils veulent Nicolas Sarkozy. Ni même qu'ils sont prêts à le plébisciter. Donc toute sa difficulté, et la difficulté même de l'ensemble de la droite, ça va être de transformer un rejet en un vote positif. Parce que si on continue comme ça, de rejet en rejet et d'insatisfaction en insatisfaction, on ne fait que gonfler l'abstention. On veut gonfler aussi le Front National, mais qui peut avoir lui aussi ses rejets. Hein. J'ai quand même été assez frappé du fait que le Front National n'avait qu'un seul conseiller général sortant et qu'il a été battu à Brignoles, après même pas 2 ans en poste. Allez, pour terminer sur cette séquence UMP, avant justement de parler du Front National. C'est surtout pour rebondir, il y a un tout petit paradoxe, on l'avait évoqué la semaine dernière, c'est que l'année dernière au municipal, la campagne avait été totalement localisée, puisque ni Jean-Marc Ayrault ni François Hollande n'avaient voulu la nationaliser, mais que la conséquence avait été le remplacement de Jean-Marc Ayrault par Manuel Valls et un remaniement, donc des conséquences nationales. Et cette fois-ci, on est dans la situation totalement inverse, où on a un Premier ministre qui a totalement nationalisé, politisé la campagne, mais qui, dès le lendemain, François Hollande et Manuel Valls, tout de suite disent « Non, ce sont des enjeux locaux ». Et petite revanche suprême de Jean-Marc Ayrault, même s'il n'était pas candidat, c'est le seul qui a gardé son département, la Loire-Atlantique. Et qui a tweeté quand même assez sévère. C'est un petit plaisir. Allez, on s'intéresse au Front National. On le sait, c'est une élection qui ne lui était pas favorable au départ. Plus de 25% des voix au premier tour. Et hier soir, à l'arrivée, 62 élus, c'est-à-dire à peu près 5% des conseillers. Si 1,5%. Ah bah alors on va changer de calculette alors. Bon, enfin c'est encore pire à la limite. 25% des voix et 1,5. Bon, vous avez fait les comptes, les calculs. Et donc aucun département surtout de gagner a priori, même si bon, il peut y avoir une incertitude pour un ou voire peut-être 2 départements. On va regarder ces chiffres à présent, chiffres comparés premier tour, deuxième tour, et on va très bien s'apercevoir qu'ils progressent dans un certain nombre de départements. Bon, on en a pris 3 qui lui sont assez favorables. Dans le Var, il passe de 38,9 à 43,3, dans l'Aisne de 38,6 à 44,3 et dans le Gard de 35,5 à 41,9. Tout ça pour dire que, même s'il a encore une fois aucun département, c'est une implantation locale qui se confirme aujourd'hui. Oui, elle se confirme. En même temps, je trouve que l'électeur du Front National s'est comporté comme un stratège. Je veux dire par là que si je prends le département de l'Essonne, c'est Manuel Valls. Manuel Valls les a attaqués de manière frontale, extrêmement violemment. Et si l'Essonne a basculé à ce point, car l'Essonne, 42 élus, vous en avez 30 qui sont de droite et aucun du Front National. Or, dans l'Essonne, le Front National a été très important au point qu'il y a eu non seulement des duels avec le PS ou la droite, mais aussi des triangulaires. Plus intéressant, ce sont les triangulaires. Car vous verrez que les électeurs du Front National ont d'abord visé le candidat socialiste. Et donc, ils se sont reportés, même dans la triangulaire, en abandonnant leur candidat Front National, pour aller vers l'UMP. Ça veut dire que là où ils visaient un objectif, l'électeur Front National a d'abord visé le candidat de gauche. Donc ça veut dire que le FN n'est pas encore une machine à second tour ? C'est une machine à second tour, mais au second tour, l'électeur du Front National sait exactement ce qu'il fait. Il ne se comporte pas de manière mécanique. Et ça, c'est intéressant, évidemment, pour la droite, dans la perspective de 2017. Pourquoi ? Parce que quand vous avez 3 acteurs, vous en avez forcément 2 qui veulent surtout chasser le 3e. La question, c'est qui est le 3e ? Allez, il nous reste 2 minutes pour terminer, un petit tour de table. Non, ce qui est troublant avec le Front National, c'est qu'effectivement, il y a
On ne peut pas dire que ce n'est pas une victoire parce qu'ils augmentent le nombre d'élus, qu'ils font des scores, vous les avez rappelés. Et en même temps, ils n'ont pas réussi à conquérir de départements. Et à l'inverse des municipales, où ils ont réussi à avoir des villes, où ils peuvent dire, un an après, regardez notre bilan, des sondages montrent que dans ces villes, les habitants sont plutôt satisfaits au bout d'un an. Là, c'est très différent parce que, on peut avoir 10, 20 conseillers départementaux, ils vont servir à rien. Parce qu'on sait très bien comment ça marche dans les assemblées départementales. Ils ne peuvent même pas perturber le... Non, à la marge. Si l'exécutif décide de ne pas leur donner les subventions, qu'ils ne pourront pas construire leur rond-point, ils n'auront pas l'argent, ils ne pourront rien faire. Il y aura peut-être 1 ou 2 départements dans le Vaucluse où effectivement, ils ont une position d'arbitre. Mais ça va jouer tellement à la marge. Allez, rapidement, pour terminer sur ce score du Front National, deuxième tour, en 30 secondes chacun. C'est à la marge, mais ça reste quand même un score élevé. Et une progression, même si elle n'est pas énorme, il continue de progresser. Et donc, ça reste tout de même inquiétant. Tant que les hommes politiques des partis de droite et de gauche républicaine n'auront pas répondu aux attentes des Français, je pense que le Front National continuera de progresser malgré tout. Allez, poignée de secondes. Le second tour, ce que montre le second tour, c'est que le tripartisme qu'on a pu voir au premier tour est quelque part ramené dans le lit du canal par un scrutin qui est de toute façon bipolaire, un mode d'organisation de la République qui est bipolaire, et que le Front National, n'ayant pas d'alliés, ne peut pas, a du mal à passer le deuxième tour. Oui. Il aura peut-être plus de facilité au régional qu'un scrutin proportionnel, mais le problème se reposera pour lui à la présidentielle. Et d'ici là, il n'est pas certain, loin de là, que la vague soit toujours aussi haute pour Marine Le Pen. Bon, eh bien, rendez-vous au mois de décembre pour les régionales à la proportionnelle cette fois-ci. Hollande-Sarko pour 2017. Ah, déjà, bon, les paris sont pris. Oui. On verra. Merci beaucoup d'avoir été avec nous.